Étant petit, le mot DRH n'existait pas. Moi, je suis né en 1955, et en 1955, quand on parlait de ça, on parlait du directeur du personnel. Donc, je ne pouvais pas rêver d'être DRH puisque la terminologie n'existait pas. Déjà enfant, j'étais tourné vers aller à la découverte du monde, aller de l'autre côté de l'horizon, à travers les océans. Et ma motivation, il y en avait deux en fait qui étaient très fortes. C'était à la fois le monde de la mer, que je trouvais magique, et le monde des hommes, l'humain. Et donc oui, dès mon plus jeune âge, je rêvais de rentrer en relation humaine avec un maximum de gens. Rhapsody, c'est le nom de l'outil informatique que la marine a développé pour son SIRH. Et donc l'idée, c'était de pouvoir le connecter facilement sur l'ONP, l'Office national de la paix. La difficulté de ça, c'était que on avait depuis des années dans la marine un système qui fonctionnait bien, qui faisait que le système de rémunération des marins était parfaitement fluide. Très compliqué parce qu'une bonne partie du salaire des marins vient de primes. Par exemple, quand quelqu'un fait une plongée sous-marine à plus de 30 mètres, 80 mètres, selon l'endroit où il fait la plongée, eau froide, eau chaude, courant, pas courant, là, il y a tout un barème de primes. On avait une espèce de florilège de je ne sais plus combien, mais c'était plusieurs centaines de primes qui avaient été construites dans le temps et que la machine gérait très bien, le système d'avant. Sauf que quand on rentre ça, avec en plus la volonté d'essayer de l'harmoniser avec le système de primes des deux autres armées, l'armée de terre et l'armée de l'air, qui avaient d'autres primes pour la même chose, que derrière, on imagine même, c'était à l'époque une volonté du gouvernement d'harmoniser ça sur plusieurs ministères, ça devient impossible, ingérable. On dit souvent « small is beautiful ». Quand on veut tout faire rentrer dans un seul outil, c'est très satisfaisant, potentiellement intellectuel, c'est très difficile à réaliser. À titre personnel, ce que je retiens de cette expérience, qui n'a pas été facile, c'est que rien n'est plus dangereux que de vouloir tout faire rentrer dans une boîte. Et que donc, plus on a de l'agilité, on parle beaucoup aujourd'hui d'agilité dans les organisations, plus on peut en permanence se rattraper quelque part, il vaut mieux 10 branches qu'une seule, et donc il faut savoir découper en morceaux, accepter les spécificités, et aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment faire des systèmes maillés, intelligents, en s'interdisant cette espèce de volonté d'une seule tête. C'est amusant que ce soit un ancien militaire qui te dit ça, hein, une seule tête, tout le monde regarde à vous. Je pense que c'est le plus mauvais des systèmes. Comment la fonction RH a-t-elle évolué au cours des 20 dernières années? Je pense qu'en fait, elle a évolué malheureusement, plus sous la pression que par volonté personnelle. Je m'explique. L'invasion au milieu des années 90 et de façon très rapide du numérique qui fait que notre rapport au temps, aux autres, est complètement modifié. J'appelle ça le temps de l'instantanéité plurielle, ça change tout, vraiment tout, dans nos comportements. Et puis, l'autre aspect, c'est justement, j'aime pas la notion de génération. Quand on dit génération Y, Z, etc., ça me met très mal à l'aise parce que j'aime pas qu'on moyennise les gens. Il y a toutes sortes de jeunes, mais globalement, l'ensemble des jeunes sont nés, je dis souvent dans un grand éclat de rire, avec un 207e os. Notre squelette a 206 os. Ben moi, on m'a greffé un 207e os, il s'appelle le smartphone. Ma petite fille Claire, qui a 6 ans, elle a ce 207e os naturellement. Les gens qui rentrent dans le monde du travail ont une grande autonomie que nous n'avions pas quand moi j'avais cet âge-là. Aujourd'hui, grâce au numérique, et parce que les jeunes ont vu tous les dégâts d'un monde trop formaté, trop processé, avec des grandes entreprises qui explosent en vol, leurs propres parents cramés dans le boulot, ils ne veulent pas ressembler à ça. Quand un jeune dit « moi je veux équilibrer ma vie personnelle et ma vie professionnelle », je suis aux anges. Quelle intelligence! Il y a vraiment eu un décrochage autour des années 2000. Alors, en café du commerce, en psychologie de café du commerce, on pourrait dire le changement de millénaire, la peur du bug, je ne sais pas quoi d'autre. Restons calmes par rapport à tout ça. Très certainement, il y a eu un profond changement de la relation avec les autres, avec le monde à ce moment-là, et donc un grand stress dans l'entreprise. Et puis, soyons clairs, le modèle de l'économie libérale est insupportable. Quand un actionnaire veut le pognon tout de suite, et donc investit dans une boîte, et il veut que l'argent revienne 2 ans après, qui peut supporter ça? Si on met l'homme au service de l'argent,
et non pas l'argent au service de l'homme, on va dans le mur. Toute cette théorie de Milton Friedman sur l'économie libérale, le temps qui est là pour fournir de l'argent, le temps c'est de l'argent. C'est effrayant d'entendre des choses comme ça. Et c'est parce que ce modèle a atteint les limites de l'insupportable dans les années 2000, avec toute la casse qu'on a pu voir à ce moment-là, et malheureusement on n'en est pas encore complètement sorti, qu'on a vu arriver un peu au secours, il faut trouver des solutions. Alors on a vu se développer la QVT, la RSE, toutes ces démarches-là, ça a même commencé avec les démarches qualité, puis voilà. Et quand on relit l'histoire comme ça à l'envers, c'est très intéressant. Chaque fois, c'est malheureusement pas quelque chose fait de façon positive, c'est en défense par rapport à un drame ou à un problème. Ça serait quand même mieux si c'était choisi volontairement. Les grands dirigeants s'intéressent enfin au RH. C'est qu'ils ont très peur parce qu'ils ne peuvent plus recruter. Ils ont un problème de recrutement de talents. Aujourd'hui, de jeunes talents formés dans notre pays préfèrent s'en aller parce qu'on ne leur propose pas un rendez-vous intéressant avec l'entreprise. C'est inquiétant. Du coup, les patrons commencent à se dire « Zut, si je veux recruter, il faut que je m'intéresse au RH ». C'est que ça n'est pas une démarche volontaire. À l'inverse, moi j'ai eu la chance, au service de la Marine nationale a toujours considéré la chose humaine, on va l'appeler comme ça, hein, comme le fond, l'essence même de sa nature. Il n'y a pas de bateau sans équipage. Et donc la force de la marine, c'est l'esprit d'équipage, et puis le fait que les gens sont heureux quand on leur propose de pouvoir se développer, grandir, avancer, voilà. Et donc c'est un beau modèle, et du coup le DRH de la marine, il est bien le numéro 3 de l'institution. Il y a toutes choses égales par ailleurs, le PDG de la marine, on l'appelle chef d'état-major de la marine, le DG est major général, et le DRH est le numéro 3. Tous les trois constituent ce qu'on appelle le comité stratégique de la marine. Ils se voient en permanence, ils sont colocalisés dans le même endroit, et donc ils échangent en permanence sur les grands sujets de la marine, et toujours, quel que soit le sujet, il y a un biais humain. Je crois qu'aujourd'hui, la fonction RH est de plus en plus, enfin, mise au bon niveau, c'est-à-dire dans le comité directeur ou le COMEX de l'entreprise, avec un élément essentiel, il faut une grande complicité entre le DG ou PDG et le DRH, sinon ça ne peut pas marcher. Les Chinois ont une jolie expression, le poisson pourrit toujours par la tête. Si la tête n'a pas compris les enjeux RH, le poisson ne va pas aller loin. Je dois être quelqu'un de très optimiste, tout me plaît. D'abord j'aime la vie, sans doute parce que je sais que chaque seconde de la vie est un coup de chance inouï. J'ai de merveilleux souvenirs de matins à la mer où on voit le soleil se lever, les grosses vagues qui passent, un vent à décorner des bœufs, des bruits, des odeurs, c'est extraordinaire. Donc tout ça, c'est voilà, j'ai rarement eu des moments de grosse déprime. Les quelques fois où ça m'est arrivé, c'est quand je me retrouvais dans des situations où j'avais vraiment le sentiment que on pouvait même plus bouger. Et donc c'était plutôt dans les grandes organisations type état-major où il faut en permanence jouer cette espèce de rapport hypocrite avec les autres. Ça, j'ai détesté. Il y a une chose que j'aime pas, c'est l'absence de sincérité. Et donc quand on est dans les jeux de rôle, c'est intéressant en matière RH et en matière sociale au sens large, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus capable de se parler en confiance? Mais parce que les gens sont enfermés dans des postures. La posture du syndicaliste, la posture du patron, la posture de je ne sais qui. Ça mène au drame, ça. Et donc ça, j'ai vraiment détesté. Utiliser, enfin, habilement rouler avec l'énergie de l'autre pour toujours rebondir, continuer, ça me plaît bien. Je suis infiniment reconnaissant à la marine qui m'a permis de vivre plusieurs vies, tel un chat à 12 vies, je sais pas, tout en étant toujours dans la même logique. Et on retrouve mes rêves de la question que vous posiez en préambule, le petit Olivier, il continue à être dans le voyage. J'ai une conviction forte, c'est que quand un peuple est nomade, il va bien, parce qu'il est toujours capable de se réinventer et d'être sur la route. Le jour où il devient sédentaire et il a peur de perdre quelque chose, il est en danger. La peur de perdre nous rend fous, dangereux, frileux, violents, tandis que le rêve, le chemin, ça nous permet de tout faire. Un peuple qui n'a plus de rêve, il va pas bien. Alors moi j'ai eu la chance de
de pouvoir rêver de mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, et j'espère bien que ça va continuer. Alors que ce genou me faisait souffrir une nuit, m'est venu dans la tête genou comme JE d'un côté, NOUS de l'autre. Il faut parler d'entreprise responsabilisante, humaine, enfin trouvons d'autres mots. C'est ça que j'ai aimé dans la marine, parce que nous proposons aux jeux des parcours de réalisation. On dit souvent il n'y a pas d'ascenseur social dans la marine, il y a un escalier social. Chaque personne peut monter les marches, mais est bien l'actrice ou l'acteur de sa vie. C'est pas une boîte qu'il monte parce qu'il a eu un diplôme ou je sais pas quoi. C'est pas ça la vie. La vie, c'est être acteur et responsable de ce que l'on fait. Et donc, plus le jeu va être mis en situation de se réaliser avec de l'exigence et de la bienveillance, etc., mieux ce sera. Sauf que s'il n'y a que des jeux, ça va vite devenir insupportable. Il y aura des égoïstes, des égos énormes, des gens qui ne seront même plus capables d'être ensemble. Alors, il faut co-construire un nous. Le nous, j'appelle ça le PPCM, plus petit commun multiple. Quand je vois des entreprises qui disent nous avons 5 valeurs, un plan stratégique avec 32 axes, 40, je pars en courant. Parce que personne ne peut rentrer dans un modèle aussi compliqué. C'est un peu comme l'ONP, quoi. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure des systèmes d'informatique. Il faut que ce soit le plus simple et le plus efficace possible, et surtout traduit en réalité. Et donc, comment on fait un nous ? On a fait ce travail-là dans la marine. Comme DRH de la marine, je recrutais 3500 jeunes, enfin la marine, au nom de la marine, je recrutais 3500 jeunes de bac à sable à bac plus 10. Et quand ils rentraient dans la marine, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Qu'est-ce qui les motive ? Donc on a, avec une sociologue, un anthropologue, un démographe, une petite structure qu'on appelait le Centre de suivi des ressources humaines de la marine, ils sont allés faire une enquête. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venus ? Donc on a vu des profils de candidatures. Et derrière, je me suis dit, mais comment peuvent-ils s'approprier les 4 mots qui définissent les valeurs de la marine ? Honneur, patrie, valeur, discipline. Ça, c'est gravé sur tous les pavois, enfin les parois des bateaux de la marine nationale, sur tous les murs. Honneur, patrie, valeur, discipline. On est en 2009, je dis, qu'est-ce que ça peut signifier pour un gamin ou une gamine de 20 ans, ces 4 mots-là ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Avec le chef d'état-major de la marine et le major général de l'époque, on a décidé de lancer une grande réflexion et donc de faire travailler les gens. Et on mettait autour d'une table, donc pendant 6 mois, à raison d'une demi-journée par mois, donc 6 demi-journées, des marins de tout grade, du matelot parfois jusqu'à l'amiral, mais il y a peu d'amiraux, donc ça allait jusqu'au commandant de bateau, des gens venant de la société civile, des artistes, des sportifs, des philosophes, des religieux, des patrons d'entreprise, enfin vraiment des gens de tous horizons. Ils se mettaient autour d'une table et disaient, ça veut dire quoi honneur ? Ça veut dire quoi valeur ? Ça veut dire quoi patrie ? Ils ont travaillé comme ça, tout est remonté vers la DH. Il y a eu une synthèse du travail qu'on avait reçu. On leur a renvoyé en disant, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'on a traduit de ce que vous nous avez envoyé ? 2 allers-retours, et on a fait un livret du marin qui est remis à tous les marins. On a mis en place un plan qui s'appelle Être marin, où il y a des actions concrètes pour mettre en œuvre, en gros, ces bonnes valeurs-là. Et une fois par an, depuis cette époque-là, donc depuis 6 ans maintenant, il y a la journée du marin tous les ans, où on fait un arrêt sur image en disant, est-ce qu'on a progressé, comment ça a bougé ? C'est intéressant. Derrière ça, qu'est-ce que je veux dire ? Un DRH qui ne serait pas totalement associé à la définition du sens qui fait le nous. On a peur de ne pas être utile, on a peur de l'absurde, on a peur de la mort. Et donc, tout ce que l'on fera pour amener les gens dans du sens, du pourquoi le matin je kiffe en me levant, en me disant chouette, je vais bosser. Parce que j'aime ce que je fais, parce que ce que je fais, j'y suis reconnu. Et donc, cette bonne articulation du je et du nous, des jeux le plus libres et heureux possible, capables de rentrer dans un nous qu'ils ont co-construit et qui a du sens, et qui fait que le rêve de l'entreprise, de l'organisation, il est génial et on y va avec beaucoup de bonheur le matin. Quand les hommes et les femmes vont bosser avec plaisir, l'entreprise va bien. Je suis de ceux qui disent, plus il y aura de la qualité de vie et du bien-être au travail, plus il y aura de la performance.
Ils m'expliquent tous les deux que voilà, il existe un jury qui remet le trophée du DRH de l'année, que c'est un jury de 15 personnes, dont 14 se mettent en binôme, donc 7 binômes, et chaque binôme doit présenter un candidat à l'ensemble, et puis après ils décident entre eux, et puis ils choisissent le DRH de l'année comme ça, et celui qui est choisi passe un peu un grand oral lors d'un dîner un soir devant les 15 membres du jury. Le 15e étant celui qui a été souvent élu l'année d'avant et donc n'a pas de binôme à faire, il est simplement là pour accompagner. Voilà, et donc je ne savais même pas que ça existait. Et donc quand ils m'ont proposé ça, ils me disent mais tu sais, on ne peut pas te garantir, nous on va te proposer, on voulait simplement être sûr que ça ne posait pas de problème, et on ne te promet rien, on ne sait pas si tu seras retenu, pas retenu, mais nous on pense que ça sera intéressant, voilà. Je dis allons-y, on verra bien. Voilà, et ensuite, j'ai eu la chance de me retrouver devant le grand jury lors d'un dîner. Ils m'ont bombardé de questions, ça a duré près de 3 heures, c'était passionnant. Ils m'ont posé des questions sur quoi? Sur le métier que je faisais en tant que DRH, les pratiques, ils testaient ça par rapport à l'heure. Et puis très vite, on est rentré dans une vision personnelle de l'humain. Et donc, ce que je viens d'échanger là, pendant quelques minutes ici avec vous, c'est un peu ce que j'ai fait avec eux en raccordant toujours la fonction RH, de DRH que je tenais à ce moment-là dans la Marine nationale avec ma vision personnelle de l'humain et comment j'ai essayé de décliner ça dans ma fonction de DRH. Il y a des clichés très forts et beaucoup d'entre eux pensaient que la façon dont on pratique les RH dans l'armée, c'est différent. C'est l'armée, c'est différent. Ben, c'est normal, les militaires, donc ils n'ont qu'à commander, tout le monde leur obéit, ils peuvent gueuler, machin, il n'y a pas de ça. C'est tellement simple. Sauf que c'est pas ça du tout, Dieu merci. En 2005, on a fait venir Madame Nota et les gens de son cabinet pour faire une cotation RSE de la marine. On était largement en avance. À l'époque, beaucoup d'entreprises se barraient en courant quand on leur disait RSE. Nous, on l'a fait et ça a été remarquable parce que ça nous a permis d'apprendre plein de choses et de progresser. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, assez systématiquement, la marine reçoit le prix RSE de l'année. Ils ont découvert, lors de notre échange, que finalement, on avait dans la Marine nationale et globalement dans les armées des pratiques RH extrêmement modernes. Détection des talents, GPEC, etc., SIRH. Et donc, ils étaient saisis. Et en plus, j'y ai mis un peu de la louche, comme je dis, c'est-à-dire c'était pas simplement de la théorie. Chaque fois, je rajoutais des choses très concrètes, de choses qu'on avait faites. Quand je leur ai dit, par exemple, qu'on a ouvert une liaison aérienne entre Brest et Toulon, en négociant avec les chambres de commerce et d'industrie pour arrêter de voir des marins qui, habitant à Brest depuis 8 ans, quand on leur disait il faut aller bosser à Toulon, ils disaient on préfère partir. Et donc, on perdait des talents et ils partaient. Pourquoi? Parce que c'est invivable. Il faut 11 heures de train, Toulon, Paris, puis Paris-Brest, avec un changement gare de Lyon, gare Montparnasse pour les Parisiens, ils savent ce que ça veut dire. Et donc, c'était insupportable d'imaginer qu'on ne pouvait même pas rentrer chez soi le week-end. Et on a vu le taux de fuite de gens dont on avait besoin réduire de plus de 20%. Et donc, quand on est dans la vraie vie, les vraies questions, les vraies réponses, on fait de l'innovation sociale, pas pour de la blague, mais pour répondre aux attentes des gens. Moi, j'ai eu la chance que la Marine me confie ce poste merveilleux de DRH de la Marine, alors que j'ai un parcours très atypique, rien ne me conduisait forcément à ça. J'ai adoré, et j'ai adoré justement parce que ça permettait d'être très créatif, d'être très concret et créatif. C'est quoi votre problème? C'est quoi? Et donc, quand on règle les problèmes de garde d'enfants en faisant ouvrir... la moyenne d'âge dans la marine, c'est 28 ans. Le problème, c'est l'enfant en bas âge, on en fait quoi? Et bien, quand on fait ouvrir 60 places de crèche à Brest et à Toulon, on apporte une réponse concrète qui permet aux gens de se dire l'employeur, il ne se fout pas de ma gueule. La liaison aérienne. La troisième chose, c'était quand un marin part naviguer, homme ou femme, l'homme ou la femme qui reste à terre, avec 2 enfants en bas âge, il n'est pas bien. Hein. Tout devient compliqué. Et il suffit que la bagnole ne démarre pas le matin, et là, ça devient galère. Et donc là aussi, on a mis en place, il y a quelques années, un système qu'on appelle bien-être à la carte, où la personne à qui ça arrive appelle un numéro vert et par un système de partenariat avec des artisans des bassins de Toulon et de Brest, on simplifie la vie des gens. Un employeur qui prend en compte ces problèmes très concrets, qui simplifie la vie de ses collaborateurs,
qui prend en compte les temps de trajet, la galère du trajet et toutes ces choses très simples, eh ben, ça fait une RH innovante. Je pense que ces exemples que j'ai déclinés lors de la soirée qu'on a eue et d'autres, hein, eh ben, ça les a convaincus que la marine était plutôt moderne dans ses process RH et que je savais bien raconter ça. Et c'est pour ça qu'ils m'ont. Le mot qui me vient spontanément, c'est aimer, amour. Je dis souvent, quelle est quand on me dit, à ton avis, quelle est la plus grande qualité d'un dirigeant, de quelqu'un qui va pouvoir guider, diriger les gens et je dis, c'est l'humour. L'humour comme subtil mélange d'humilité et d'amour. Humble. Je me souviens que chaque seconde de la vie, c'est un coup de bol merveilleux. C'est Jean Guéhenno qui dit « La vraie trahison est de suivre le monde comme il va et d'employer son esprit à le justifier ». On n'a pas le droit de suivre le monde comme il va si on n'est pas bien dans le monde. Il faut vivre, il faut oser être soi. Avec beaucoup d'humilité, en se souvenant que justement, sur le chemin de la vie, on va rencontrer des gens qui vont avoir des visions différentes. Quand je disais petit, je rêvais de toutes les couleurs du monde, de toutes les odeurs du monde. Pour faire court, c'est en allant à la rencontre, c'est en étant nomade sur le chemin, en allant confronter ses rêves, ses idées avec d'autres qu'on devient incroyablement riche de tout ce que l'on partage et de ce que l'on reçoit autant que l'on donne. Et donc ça, c'est cette humilité et cette forte volonté de vivre. Et puis amour, l'amour de la vie, l'amour... quand on est dans cette démarche-là d'humilité et d'amour, je pense qu'on retrouve la réflexion de tout à l'heure, on est en relation. Et parce qu'on est en relation, on est vivant. Un DRH qui est là pour rendre les gens heureux, parce qu'en les rendant heureux, il les rendra performants au service du nous dont je parlais tout à l'heure, on retrouve le nous. S'il est capable, ou elle est capable, hein, il ou elle, DRH de faire ça, elle est au bon cap, comme on dit chez les mains. C'est-à-dire qu'il va permettre à l'entreprise de recruter les meilleurs, parce que qu'est-ce que regarde quelqu'un avant de rentrer dans une entreprise ? Est-ce qu'on est bien dans cette entreprise ? Il faut avoir fait toute cette démarche de ce que j'appelle la démarche de l'humour. Je me souviens de la chance que j'ai d'être en vie, et j'aime du coup très fort la vie, et parce que j'aime la vie, j'aime les gens, et je me mets à leur service en ayant des rêves très, très exigeants n'ayons pas peur d'aller chercher encore et encore au-delà de l'horizon comment toujours aller mieux, toujours faire mieux. Pas pour simplement être dans une compétition stérile, mais bien dans le... J'aime bien, moi, quand les syndicats disent progrès social, j'aime bien, parce que le progrès social, c'est être toujours de plus en plus humain. C'est quoi le pire échec de l'humanité ? Et c'est un militaire qui l'a connu les yeux dans les yeux qui en parle. Le pire échec de l'humanité, c'est la guerre. Le pire échec de l'humanité, c'est la lancinante violence de l'homme, avec un grand H. Et donc, tout ce qui pourra être fait, et les DRH, pour moi, ont un rôle majeur là-dedans, pour apaiser l'humanité, la sortir de la guerre, de la violence, de ces tensions permanentes qui font qu'on ne sait pas vivre ensemble, et ben ça sera une grande DRH. J'aime beaucoup raconter cette petite histoire. C'est un bouquin très pénible à lire d'Arthur Schopenhauer, qui est un philosophe allemand. Et dans ce bouquin, il y a un petit passage très amusant qui est le suivant. Nous sommes en Bavière, dans une forêt, au cœur de l'hiver, il fait moins 35 degrés. Dans cette forêt existe un troupeau de porcs-épics. Chaque porc-épic, s'il reste seul, va mourir glacé, gelé. Donc, seule solution de survie, c'est que les porcs-épics se rapprochent. Mais comme ce sont des porcs-épics, quand ils se rapprochent, ils se piquent tellement fort que certains s'entretuent. Alors, ils s'écartent à nouveau, laissant quelques morts dans la forêt, et à nouveau, ils risquent de mourir glacés, donc à nouveau, ils se rapprochent. Ce coup-ci, en allant un peu moins fort, mais il y a encore un peu de dégâts. Jusqu'à ce qu'ils trouvent, dit Schopenhauer, cette juste distance où ils se piquent suffisamment sans se faire mal, mais en ayant conscience que l'autre existe, tout en partageant la chaleur qui permet la survie. J'adore cette image. Le temps nous rend violents, et la lancinante violence de l'homme, son incapacité à trouver la bonne distance entre porc-épic, est à la source de bien des malheurs de notre humanité.
il faut avoir le courage de regarder ça en face et de dire qu'est-ce que je peux faire là, ici, maintenant, là où je suis, en toute modestie, mais avec beaucoup de volonté, pour mettre toujours plus d'humain dans tout ce que j'entreprends. Le bon, la bonne DRH sera celui qui osera dire « rien n'est plus important pour moi que d'humaniser la structure dans laquelle je suis ». On a encore un long chemin d'humanité à parcourir. Se mettre au service des RH, de la relation humaine, de la rareté humaine, de la richesse humaine, de la ressource humaine, qu'importe le R. Le R n'est pas tant important que ça, c'est le H qui est important, humain. Que puis-je faire là où je suis pour être un créateur d'humanité? Voilà, et bien ça c'est la plus belle des missions. Et s'ils sont aujourd'hui 25 ans et qu'ils sont sur le point de commencer leur premier parcours RH, qu'ils n'oublient jamais le H.